Ah, Héraclès. On en parle depuis bien longtemps, j'en parle depuis bien longtemps maintenant. Déjà 3 épisodes dont 2 abusément longs et on attaque le 4e qui va lui aussi être abusément long. Ça me rappelle l'interminable Iliade et la guerre de Troie, que je recommande vivement d'ailleurs à ceux qui ne l'ont pas encore écouté. Ça fait tellement longtemps que je vais vous rafraîchir la mémoire. Héraclès est le fils de Zeus et Alcmène, conçu dans le but d'être l'arme ultime dans la grande gigantomachie. Seulement Héra le prend en grippe et tente à plusieurs reprises de ruiner sa vie, jusqu'à ce qu'elle y parvienne en le rendant fou. Dans cet accès de folie, il tue sa femme et ses enfants, et c'est l'un des pires crimes concevables, donc le héros doit accomplir des travaux particulièrement pénibles afin d'en être purifié. 2 longs épisodes et 12 travaux plus tard, il parvient enfin au bout de ses peines et se félicite d'une telle victoire en murmurant « une bonne chose de faite ». Mais il n'en a pas fini d'en voir de toutes les couleurs, le mec. Bienvenue dans ce dernier épisode de l'année 2025 avec Mythologie grecque décomplexée. Installe-toi confortablement et serre-toi un verre. Aujourd'hui, on termine enfin l'histoire d'Héraclès. Ayant enfin laissé derrière lui les difficultés de ses travaux, Héraclès continue sa vie. Exilé de Thèbes ou pas, résident d'Athènes ou pas selon les versions, il finit par entendre parler d'une princesse nommée Iole, offerte en mariage par son père Eurytos, le roi d'Ochalie. La condition pour l'épouser, gagner un concours de tir à l'arc. Les adversaires, Eurytos lui-même, ainsi que ses fils, les frères de la future mariée donc. Comme Héraclès a eu un sacré moment pour pratiquer cette discipline, puisqu'il a passé une énorme partie de sa vie à décrocher des flèches empoisonnées un peu partout, il remporte aisément le concours. Ça n'enchante pas Eurytos parce qu'il connaît la renommée d'Héraclès. Tous ceux qui ont entendu le nom de ce fils bâtard de Zeus ont eu vent de son histoire. Sa force bien sûr, sa bravoure évidemment, et le fait qu'il a buté sa femme et ses enfants. Le roi ainsi que les princes, craignant que l'histoire se répète, s'opposent à ce que Héraclès fasse d'Iole sa femme et la mère de ses futurs enfants. Seul le fils aîné d'Eurytos, Iphitos, soutient que c'est pas très fair-play de refuser la juste récompense aux gagnants du tir à l'arc. Rien n'y fait. Tout seul contre sa famille, il ne parvient pas à rendre justice à Héraclès. Contre toute attente, au lieu de saccager la ville en rétribution, le demi-dieu accepte la décision d'Eurytos et renonce à la main de Iole. Peut-être qu'il souhaitait éviter de confirmer l'argument avancé par la royauté d'Ochalie, c'est-à-dire sa réputation sanguinaire. Qu'il en soit ainsi donc, Héraclès s'en va. Mais ce n'est pas la dernière fois qu'il entendra parler d'Eurytos. Il s'en va à Phère, en Thessalie, où il constate une grande agitation parmi le peuple. Mais que se passe-t-il ? Au milieu des gens paniqués, il énonce sa question à voix haute. Que se passe-t-il ? Dans l'affolement, personne ne lui prête attention. Se disant que le problème vient peut-être de la formulation de sa question, il chope un larbin qui passe devant lui et il lui reformule la question. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? On lui répond enfin. Le roi Admète a été terriblement malade et sa santé fragile n'annonçait rien de bon. Hermès lui-même s'est pointé dans la chambre royale pour lui annoncer qu'il allait pas tarder à le guider dans le monde souterrain une fois que Thanatos serait arrivé pour lui enlever la vie. Une seule chose pouvait le sauver, une faveur d'Apollon, mais elle requiert un sacrifice. En effet, Apollon s'était lié d'amitié avec Admète et, une chose en menant à une autre, lui avait fait un don particulier comme cadeau de mariage. Une seconde chance, un regain d'énergie vitale, le jour où il se retrouvera à l'article de la mort. Le couac, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Pour qu'Admète vive, quelqu'un doit prendre sa place et mourir. On a alors cherché un volontaire, quelqu'un qui se serait proposé, un esprit altruiste qui aurait bien voulu prendre la place du mourant. Les parents d'Admète, bien que vieux et n'ayant plus que quelques années à vivre, ont refusé de se dévouer. Ils s'aiment passionnément et veulent continuer de couler des journées tranquilles l'un auprès de l'autre. Idem pour le reste de la famille. La requête fut soumise aux serviteurs du palais, puis aux soldats, puis aux sujets du royaume. Personne n'a répondu par l'affirmative. Admète a été un roi remarquable, juste et bon, et pourtant personne ne comptait le sauver. Personne, sauf sa femme, la reine Alceste. C'est pour ça que tout le monde est actuellement en détresse, mais l'identité de la sauveuse
Héraclès ne la connaît pas encore. Ici, 2 suites sont racontées. Celle qui nous intéresse met en scène Héraclès, sinon vous vous demanderiez pourquoi je vous raconte tout ça. C'est Euripide, dans sa pièce intitulée Alceste, qui fait entrer en scène le héros. Bon, je vais être honnête, cette pièce prend place pendant les 12 travaux, juste avant le 8e, les cavales de Diomède, donc je viens de foutre en l'air la chronologie de mon récit. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire Que j'en suis à 34 pages de script et je découvre maintenant que mes recherches sont pas dans l'ordre chronologique. Alceste prend la place d'Admète et commence du coup à rendre l'âme. C'est là qu'Héraclès déboule en ville et apprend de son ami le roi la mort d'une femme. Une étrangère, lui dit-on. Malgré son chagrin, Admète offre l'hospitalité au héros. Héraclès découvre qu'en fait, ce n'est pas une étrangère qui a pris la place du roi sur son lit de mort, mais la reine elle-même. Il est un peu vexé qu'Admète ne lui ait pas dit d'entrée de jeu la vérité, mais Admète avait ses raisons. Il voulait pas troubler Héraclès avec ses soucis perso. Mais Héraclès est un bon gars, et se dit qu'il va remercier la délicatesse d'Admète en empêchant tout simplement Alceste de mourir. Mais comment contrecarrer un événement divin ? En foutant le sbeul avec d'autres divinités, bien sûr. Alors Héraclès élabore un plan. Il se pointera au tombeau d'Alceste où la pauvre femme est en train de connaître ses derniers instants. Caché derrière un buisson, il tendra une embuscade pour choper Thanatos par surprise et le forcer à laisser la reine tranquille. Et puis s'il loupe Thanatos, il descendra lui-même aux enfers et négociera l'âme d'Alceste pour la remonter. Non, en fait, il négociera même pas, il l'exigera. Et Hadès et Perséphone accepteront un point, c'est tout. Bon, il n'a pas eu besoin d'en arriver jusque-là. Thanatos s'est laissé prendre par surprise, dominé par Héraclès, et n'a eu d'autre choix que de se soumettre à sa volonté. Alceste est donc rendue saine, sauve et vivante à son mari. Ayant accompli sa bonne action selon Euripide, c'est maintenant qu'Héraclès s'en va chercher les fameuses cavales de Diomède. Bref, je vous parlais d'Eurytos, juste avant. Et en fait, il faut pas l'oublier tout de suite. Voilà pourquoi. Il se trouve que du bétail se fait voler en Eubée, et que le roi Eurytos accuse Héraclès d'être à l'origine du méfait. Le vrai voleur est en réalité Autolycos, un enfant du dieu Hermès qui a bien hérité de son père le talent de dérober sans jamais se faire prendre. Autolycos était aussi, pour rappel, l'un des professeurs d'Héraclès lorsque celui-ci était encore tout jeune, c'est lui qui lui avait enseigné l'art de se battre à main nue. Eurytos, qui devrait pourtant faire profil bas après avoir échappé à la colère d'Héraclès pour avoir promis puis refusé sa fille en mariage, assure que s'il y a un suspect numéro 1 dans ce larcin, c'est le héros. Iphitos, le seul de ses fils qui voulait honorer la promesse de mariage, est là encore le seul de ses fils à prendre la défense d'Héraclès. Là encore, son pouvoir de persuasion est complètement naze et il décide d'aller prévenir le demi-dieu qu'on le diffame. Héraclès promet à Iphitos qu'il va chercher le bétail disparu à ses côtés. Les deux hommes se mettent en route entre camarades. Mais Héra, qui ne lâche toujours pas la putain d'affaire, rend de nouveau Héraclès complètement marteau. Et dans sa démence, il pousse Iphitos du haut d'une muraille. Le pauvre bougre trépasse avec un splotch dont le volume ne laisse nul doute sur son état physique. Et allez, encore une merde dont il faut se purifier. Direction Pylos, chez le roi Nélé. Ne me demandez pas pourquoi lui, mais comme Nélé est un ami d'Eurytos, il refuse de purifier Héraclès du meurtre du prince. La suite de l'histoire est un peu confuse parce que les versions divergent de façon assez vénère. Héraclès se serait dirigé vers la ville d'Amyclée afin de retenter sa chance de purification. Seulement, cette version n'est que très peu corroborée, c'est-à-dire que seul Diodore de Sicile la raconte. Les autres versions disent bien qu'Héraclès se présente à Amyclée, mais qu'il y fait complètement autre chose, et que ce sera plus tard, alors je vous le raconterai plus tard. La version de Diodore de Sicile, qui s'ancre donc dans notre narration actuelle, c'est que Héraclès se dirige effectivement à Amyclée pour y être purifié et qu'il y parvient à l'aide du roi Déiphobe. Mais cette variance est isolée et contredite par pas mal de sources qui placent cette purification ailleurs, souvent à Rhodes. Malheureusement, il y a un couac. Malgré la purification, Héraclès est souffrant. Une maladie, un mal étrange le fatigue jour après jour et gober Doliprane sur Doliprane n'a aucun effet.
Il prend donc la route de Delphes afin d'y interroger un oracle, la Pythie, qui délivre des prédictions dans le temple d'Apollon. Mais la Pythie refuse d'accéder à la requête du héros, donc il ne sait pas comment soigner ce mal qui le ronge. Furieux, Héraclès démolit le temple et s'empare du trépied où la Pythie délivre ses messages. Son intention est claire, fonder son propre temple ailleurs, y installer son propre oracle et découvrir enfin le chemin vers la guérison. Vous pensez bien qu'Apollon ne compte pas le laisser faire. Menacer sa messagère, détruire son temple, il ne peut pas le tolérer. Il descend de l'Olympe et engage le combat avec Héraclès. Cette confrontation ne s'arrête qu'avec l'intervention de Zeus qui s'interpose entre eux. Finalement, sans qu'on sache qui le lui dit, Héraclès apprend comment rétablir sa santé. Il faudra qu'il se mette au service de quelqu'un pendant 3 ans. Enfin, se mettre au service, plutôt se mettre en esclavage, sans pouvoir choisir qui sera son maître. Et puis pour aller jusqu'au bout de la démarche, c'est Eurytos, encore lui, qui décide du prix auquel il sera vendu en compensation pour le deuil d'Iphitos. Bien sûr, aucune quantité d'argent n'équivaut une vie humaine, et cette maigre consolation laisse un goût amer dans la bouche d'Eurytos. Héraclès est tout de même mis en vente et racheté par Omphale. Il s'agit de la femme de Tmolos, le roi de Lydie. Au décès de son époux, contre toute attente, elle hérite du trône et règne désormais sur la Lydie en tant que reine célibataire. Cette femme est décrite par Sophocle comme barbare et par Ovide comme une femme de caractère qui parvient même à bousculer l'homme viril en Héraclès en lui faisant porter sa robe, sa ceinture, ses bracelets et ses sandales, tandis qu'elle-même enfile la peau de lion et se saisit de la massue. Sénèque pousse ce renversement de rôle plus loin en précisant qu'Héraclès tisse des toiles pendant que Omphale lui met des petits coups, comme ça là, pour lui rappeler qui c'est qui commande. Autant dire qu'Héraclès ne rechigne pas à servir cette femme forte et finit par en faire son amante. Au cours de cet esclavagisme, il accomplit de nombreux travaux, obéissant au doigt et à l'œil à cette maîtresse dans les 2 sens du terme. On notera parmi ses travaux la capture des Cercopes, 2 frères nés de l'union d'Océan et de Théia. Ces 2 hommes sont connus pour être principalement des fouteurs de merde. Malhonnêtes, ils ne peuvent s'empêcher de nuire à autrui. Mensonges, tricheries, subtilisation d'objets en tout genre, telles sont leurs activités favorites. La reine Omphale en a marre et souhaite qu'ils cessent d'importuner tout le monde. Ayant appris qu'Héraclès séjourne chez Omphale, les Cercopes se donnent une nouvelle mission, lui casser les couilles et lui voler ses affaires. L'idée est risquée, mais ils ont un plan. Épuiser le héros pour affaiblir sa vigilance, puis dérober tout ce qu'ils peuvent. Alors nuit après nuit, transformés en mouches, ils tournent autour d'Héraclès avec un bourdonnement incessant, se rapprochant le plus souvent possible de ses oreilles fatiguées. Arrive le moment où, hésitant entre la tapette à mouche ou la sandale, le demi-dieu perd patience et attrape les 2 insectes à main nue. Devinant qu'il s'agit là des 2 frères, il les force à quitter ce déguisement trompeur et à reprendre leur vraie forme. Sans difficulté, il les maîtrise et les attache par les pieds à une solide tige qu'il porte sur ses épaules. Il n'a plus qu'à les ramener à la reine et la laisser décider de leur châtiment. Seulement, rapidement après qu'il se soit fait capturer, l'un des Cercopes se met à rire et pointe quelque chose du doigt à son frère, qui éclate à son tour dans une franche rigolade. Pourquoi ? Parce qu'une prophétie vient de se réaliser et ils s'en rendent compte maintenant. La prophétie en question, insolite. Leur mère leur avait prédit qu'un jour, un homme aux fesses noires viendrait les capturer. Eux, insouciants, ils avaient pris cette affirmation à la légère et puis devenus adultes, ils l'ont carrément oublié. Mais maintenant, suspendus la tête en bas, ils sont pile à la hauteur parfaite pour voir le derche d'Héraclès de très très près. Et le mec est blanc comme un cul partout, sauf au niveau du cul en question. En fait, la peau du lion de Némée, qui porte en cape depuis des années, elle s'arrête en bas de son dos, laissant son postérieur exposé au soleil. Donc en termes de bronzage, on est au niveau des vieux retraités de la Côte d'Azur, les fesses sont cuites à point. Voilà pourquoi les Cercopes sont morts de rire. C'est donc ça en fait que leur mère voulait dire par cul noir.
Héraclès, lui, il comprend pas. Il vient de capturer 2 malfrats, 2 vils marauds, et il les emmène vers un jugement qui sera sûrement pas clément. Alors, pourquoi ces gloussements incontrôlés ? Alors bon, les Cercopes lui expliquent volontiers. Loin de mal le prendre, Héraclès fait preuve d'autodérision et se tape une grosse barre avec eux. Puis, trouvant difficile le fait d'aller faire condamner ces 2 marioles à quelques sévères punitions, il accepte de les laisser partir. Cela dit, cet épisode n'empêchera pas les 2 insolents de poursuivre leur singerie dans d'autres contrées, ce qui leur vaudra d'être transformés par Zeus en singes. Débarrassé des 2 brigands notoires, Omphale demande également à Héraclès d'intervenir auprès de Silée, le roi d'Aulis. Le problème de Omphale avec ce monarque, c'est qu'elle trouve qu'il abuse un peu quand il demande à absolument tous ceux qui croisent son chemin de travailler dans ses vignobles. Et quand je dis travailler, c'est du travail forcé, non rémunéré et sans jour de congé. Le seul repos qu'il leur offre est éternel. Et par là, je veux pas dire qu'il les laisse repartir, mais qu'il leur tranche la gorge et basta. Omphale et Héraclès trouvent, à juste titre, que c'est pas très gentil tout ça. Alors Héraclès débarque à Aulis, démarre un incendie qui réduit toutes les vignes en cendres, et quand Silée proteste, il lui arrache ses propres outils agricoles des mains et lui met un gros coup pour lui imprimer les droits de l'homme en travers de la face. Silée mord la poussière, raide mort. Et puis dans la foulée, Héraclès fait la même chose avec sa fille, la princesse Xénodocée. D'autres disent qu'il épouse Xénodocée, qui est si heureuse d'avoir le meurtrier de son père pour mari qu'elle se laisse mourir de chagrin. Super cool. Dans le même genre, Omphale lui demande de détruire les vignobles de Lityercès, le roi de Phrygie, qui lui non plus ne traite pas très bien les étrangers puisqu'il les défie dans un concours de moisson. Oui, un concours de moisson. Fallait pas être pressé si on voulait traverser la Phrygie à l'époque. Et puis le roi tue systématiquement les perdants. Ne me demandez pas quelles sont les règles d'un concours de moisson, je suis assez inculte quand il s'agit de la compétition d'agriculture. Là encore, Héraclès arrache des mains du roi son outil, c'est-à-dire sa propre faucille, et il le décapite. Au niveau de l'île de Douliché, Héraclès tombe nez à nez avec le cadavre d'un adolescent. Il s'agit d'Icare, le fils de Dédale, qui s'était enfui de Crète avec des ailes faites en cire. Icare qui, vous le savez, après avoir volé trop près du soleil et chuté dans la mer où il s'est noyé, a fini échoué sur une plage. Héraclès l'enterre afin de permettre à son âme de reposer en paix et il appelle l'île Icaria en son honneur. Son père, Dédale, remercie le héros en taillant une magnifique statue à son image. La statue ne fait cependant pas long feu, car elle est d'un réalisme tel qu'une nuit, complètement bourrée après une sacrée soirée, Héraclès la prend pour un vrai homme à la stature menaçante et il la réduit en poussière. Voilà, la reine Omphale lui laisse ce genre de liberté. Oui, c'est son esclave, mais c'est aussi son amant, alors loin d'elle l'idée de le priver de son libre arbitre. Il reste cependant son serviteur avant tout, alors elle l'envoie aussi tuer des serpents géants qui infestent le fleuve Sangarios, puis un autre serpent dans la région de Sardes, puis un taureau qui ravage Aulis. Mais c'est des petites missions à peine à la hauteur d'Héraclès, me direz-vous. Eh ben, Omphale en a une de taille, une menace à exterminer dont l'urgence est évidente dès qu'elle se manifeste. Vous vous rappelez la gigantomachie ? La seconde grande guerre divine, le combat qui opposait les géants aux dieux, eh ben, il y a ce qu'on peut considérer comme une seconde gigantomachie, bien moins connue celle-là. Il se trouve que Gaïa, ruminant toujours sa rancune, finit par envoyer des années plus tard une seconde salve de géants dans le but de tenter une vengeance. Héraclès débarque en Lydie, prêt à en découdre. Les géants sont encore plus puissants et terribles que ceux de la première gigantomachie. Certains ont 6 bras, d'autres en ont 12, il y en a même qui en possèdent une centaine. On retrouve aussi des queues de dragon, des chevelures dont les mèches sont en fait des vipères, des yeux qui sont un mystère physiologique puisqu'ils crachent du feu, bref, la mythologie grecque. Enfin, si les géants ont évolué, la méthode pour les tuer n'a pas changé. Il faut un dieu et un mortel. Et le hasard fait vachement bien les choses, puisqu'il se trouve qu'à ce moment précis, Dionysos est en vadrouille, menant sa grande expédition à travers l'Inde.
Dès qu'il entend parler des nouveaux géants, il lance ses chevaux au galop en direction du futur champ de bataille, accompagné de toute son armée. Des satyres, des ménades, des pans, des silènes, des bassarides y vont tous à la baston. Héraclès et Dionysos se retrouvent donc par pure coïncidence. Réunis dans un seul et même objectif, les deux fils de Zeus forment une alliance. Dionysos lance un regard d'autorité vers son armée dévouée et s'arme de toute sa puissance divine. Si vous pensiez que le mec sert juste à mettre l'ambiance et organiser des rêves parties, détrompez-vous, il est turbo chaud au combat. En plus d'utiliser son Thyrse, un bâton sacré avec une pomme de pin toute mignonne à son extrémité, il fait apparaître du lierre qui ligote impitoyablement ses ennemis, des vignes qui poussent abondamment et étouffent tout ce qui les entoure, et une pluie de vin si fort qui rend ivre-fou chaque géant. Ainsi immobilisé, il se retrouve sans défense quand Héraclès s'approche, armé de ses flèches et de son iconique massue. Vous vous rappelez d'un des géants que j'ai dit qu'il avait une centaine de bras ? Eh ben, il sert d'exemple parfait pour rappeler la puissance d'Héraclès. Voyez plutôt la citation suivante. Comme un forgeron frappe l'enclume, il fit tournoyer sa massue noueuse et, d'un seul coup, brisa 50 bras du monstre. Les membres tranchés volèrent comme une pluie de serpents dans les airs. Vous l'aurez compris, les géants ne font clairement pas le poids. Entre le pilier de barre qui les incapacite et le bourrin qui les réduit en charpie, la bataille est perdue d'avance. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à lire les Dionysiaques de l'auteur Nonos de Panopolis, où cette guerre est racontée de façon détaillée et spectaculaire tout le long du chant 25, et elle déborde même sur le chant 26. Oui, il faut être motivé parce qu'il en a écrit des trucs, Nonos. Une fois la victoire obtenue, les deux demi-frères célèbrent avec un banquet bien arrosé, se serrent la paluche, et Héraclès retourne voir Omphale. Ça fait des années que la reine commande son esclave et amant, et face à ce dernier exploit, elle lui annonce qu'elle lui rend officiellement sa liberté et elle lui offre une couronne d'or. Enfin, on dit aussi qu'elle l'aurait libéré plus tôt, lorsqu'il avait tué l'agriculteur sadique et repris une partie du territoire. Personne n'est d'accord et moi je me débat là, dans tous mes textes antiques. Retenons qu'en tout cas, maintenant, Héraclès est libre. Et ça tombe bien, il a une vieille histoire à régler. Il est l'heure de refaire un tour du côté d'une cité bien connue, Troie. Il me paraît bon de rappeler, parce que c'était il y a un bail, qu'après avoir quitté les Argonautes, Héraclès a débarqué à Troie, où il a sauvé la princesse Hésione en échange de 2 chevaux que le roi Laomédon a ensuite refusé de lui donner. Tenu d'accomplir ses travaux à l'époque et donc de quitter Troie, Héraclès s'est contenté de menacer le roi et de l'avertir qu'il reviendra se venger. Eh bien, voici venu le temps de la vengeance. Héraclès lance un appel aux volontaires auquel beaucoup de braves hommes répondent. Ils embarquent sur des navires assez grands pour y installer 50 rangées de rameurs. Homère raconte qu'il y a en tout 9 bateaux, mais Pseudo-Apollodore double ce chiffre, il y aurait eu pas moins de 18 nefs lancées en direction de Troie, ce qui est ridiculement peu pour assiéger une cité. Mais Héraclès n'est pas inquiet par la petitesse de son armée. Ils ne le savent pas encore, mais l'écrasante majorité des hommes n'approchera même pas les murailles de la cité. En fait, il s'agit de créer une diversion. En effet, quand les nefs atteignent les côtes troyennes et que les soldats mettent enfin pied à terre, Héraclès choisit quelques-uns de ses plus braves compagnons seulement et marche vers la ville. Tout se passe très vite, si vite qu'entre le moment où les navires sont apparus à l'horizon et le moment où Héraclès débute son avancée, le roi Laomédon n'a pas eu le temps de lever une armée suffisamment imposante. Le roi part tout de même en direction des navires dans le but de les brûler, afin de déstabiliser et déconcentrer les envahisseurs, assez en tout cas pour laisser une chance aux Troyens de les dominer au combat. Le roi, s'approchant des solides bateaux, rencontre un jeune homme, Oïclée. Oïclée est justement là pour monter la garde et il ne tarde pas à dire à Laomédon qu'il serait pas mal qu'il aille voir ailleurs si les bateaux y sont. Cela ne plaît pas à Laomédon qui voit bien que les bateaux sont ici et il tue Oïclée.
En voyant leur garde étendue à terre, le sang des hommes d'Héraclès ne fait qu'un tour et on a un superbe exemple de fight or flight. Une version de l'histoire dit qu'ils remettent les navires à l'eau et qu'ils prennent la fuite. Une autre version de l'histoire les fait s'engager dans un combat contre les hommes de Laomédon. Le roi de Troie a un mauvais pressentiment et il se retourne. Et il observe, de loin, des colonnes de fumée sombres et funestes au-dessus de la ville. Il sent son cœur tambouriner, l'adrénaline picote tout son corps et il s'entend à peine hurler l'ordre de retourner défendre la ville. Mais il ne va pas tarder à découvrir qu'il s'agit d'une guerre perdue, car Héraclès y est déjà. En effet, pendant que Laomédon avait le dos tourné, le grand Télamon a pu faire une brèche dans un morceau de muraille. Il permet alors à la petite troupe d'Héraclès de pénétrer dans l'enceinte de la ville. Télamon s'élance, puis réalise qu'Héraclès ne se contente pas de le suivre dans les rues, il est en fait en train de le poursuivre. Et ouais, Héraclès est colère de s'être fait devancer par son ami et d'être entré dans la ville en seconde place. À ses yeux, Télamon lui a dérobé le swag d'une entrée sur scène fracassante et il ne supporte pas que son ami puisse être meilleur que lui. C'est pour ça qu'il le poursuit. Il compte le faire passer au fil de l'épée pour lui apprendre à vouloir être le premier. Heureusement, Télamon comprend le schéma de pensée d'Héraclès et sans prévenir, il s'accroupit et commence à ramasser des cailloux. Aussi surpris que vous et moi, le héros s'arrête à côté de Télamon dans un nuage de poussière et lui demande ce qu'il peut bien être en train de foutre. Télamon se relève, les mains pleines de pierres, et il lui répond « Je veux construire un temple à Héraclès victorieux ». Héraclès est très content et il entreprend de démolir la ville avec enthousiasme. C'est à ce moment-là que Laomédon et ses guerriers franchissent les portes de Troie et tombent dans la mêlée générale. Un massacre s'ensuit et la ville se retrouve méchamment assiégée. Les habitants sans vie s'entassent à chaque coin de rue, les maisons brûlent, les soldats tentent de survivre dans un fracas d'épées et de boucliers infernal, les membres de la garde rapprochée de Laomédon tombent un par un, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent seuls face à Héraclès. La terminade se fait sentir, inéluctable. Le karma est là, devant lui, vêtu d'une peau de lion. Laomédon mord la poussière, de même que tous ses fils. Héraclès les décime sans aucune pitié, pour la seule raison que le sang de Laomédon coule dans leurs veines. Mais un seul des princes troyens est épargné, Podarcès, le plus jeune. Quand Laomédon avait refusé de remettre les chevaux à Héraclès, seul Podarcès s'était opposé à l'outrage. Maintenant que la ville est prise et que l'ennemi est abattu, Héraclès remercie Télamon pour son aide en lui offrant la princesse Hésione, celle-là même qu'il avait sauvée des années plus tôt. Il permet à ladite princesse de choisir l'un des prisonniers de guerre pour l'accompagner chez Télamon. Hésione, qui vient de voir la quasi-totalité des hommes de sa famille se faire zigouiller, décide de garder auprès d'elle Podarcès, son petit frère. Mais Héraclès s'y oppose. Podarcès est désormais un esclave et il sera mis en vente au plus offrant. Hésione négocie l'achat immédiatement en remettant son voile en or dans les mains d'Héraclès. Dès lors, Podarcès est renommé Priam, ce qui signifie « celui qui a été racheté ». Il deviendra un roi bon et généreux qui malheureusement connaîtra lui aussi un terrible siège, celui de la longue et pénible guerre de Troie. Ayant accompli cette vengeance, Héraclès se rappelle qu'il y a un autre mec qui lui a causé du tort et qui ne paie rien pour attendre qu'on lui rende la monnaie de sa pièce. Ça tombe bien, il a rien d'important à faire, alors autant continuer sur sa lancée. Il prend la mer, un petit peu embêté par Héra qui lui envoie une tempête, et il arrive sur l'île de Kos, un petit peu embêté cette fois-ci par les habitants qui lui déclarent la guerre. Je vous épargne le suspense, il casse tout et tue le roi Eurypylos, puis reprend la route vers la personne à qui il souhaite, vous disais-je en paragraphe plus haut, expliquer que les actions ont des conséquences. Augias. Le mec dont les écuries étaient ultra dégueulasses, à tel point qu'y passer un brin de ménage était l'un des travaux d'Héraclès.
Rappelons la raison pour laquelle il va se faire défoncer dans les plus brefs délais. Augias avait promis à Héraclès une récompense pour son service, qu'il lui a ensuite fait passer sous le nez. Traîné en justice, il a même nié l'existence de la promesse, et comme son fils plaidait en la faveur d'Héraclès, Augias les a exilés tous les deux. Sur le coup, Héraclès était parti sans faire de vagues. Mais là, les vagues le ramènent. Il débarque en Arcadie où il réunit une nouvelle armée. Le temps qu'assez d'hommes en gonfle les rangs, la rumeur d'une attaque parvient jusqu'aux esgourdes d'Augias. Il mobilise à son tour des guerriers et attend le héros sur le pied de guerre. Seulement, à ce moment-là, Héraclès tombe malade et il propose de conclure une trêve parce que sur le champ de bataille, il n'a pas d'autre option que de se moucher dans sa peau de lion et quand même, c'est dégueulasse. Mais les mecs en face ne sont pas cons et ils attaquent immédiatement, profitant de la faiblesse immunitaire d'Héraclès. Beaucoup d'hommes tombent au combat et le divin porteur de la grippe doit battre en retraite. Une fois soigné, et profitant du fait que les hommes d'Augias soient appelés pour participer à une fête, ne me demandez pas pourquoi, c'est vraiment pas le moment, Héraclès tend une embuscade et ne laisse aucun survivant. C'est ainsi qu'il se présente devant Augias et le tue, puis il tue ses enfants, comme pour Laomédon. Et encore comme pour Laomédon, il ne laisse qu'un survivant, Philée. Philée qui, à l'instar de Priam, était le seul à avoir pris le parti d'Héraclès à l'époque. Héraclès rappelle donc Philée, annule son exil et le place sur le trône à la place de son père. Après un banquet et une bonne nuit de sommeil, il s'étire et se demande ce qu'il va bien pouvoir faire maintenant. Il consulte son carnet d'adresses et parmi les prénoms de beaucoup trop de filles qui pourraient lui réclamer une pension alimentaire, il aperçoit un blaze qu'il avait presque oublié. Nélée. Nélée, vous le rappelez parce que vous avez des capacités attentionnelles phénoménales, c'est le roi de Pylos qui n'avait pas voulu purifier Héraclès du meurtre d'Iphitos sous prétexte que c'est un bon ami d'Eurytos, le papa d'Iphitos. Ce qui, en soi, est une raison plutôt valable pour maintenir une amitié. C'est également, en soi, une raison plutôt valable pour se faire un ennemi. Conséquence directe, Héraclès monte une expédition, amène tout le monde à Pylos, où il tuera le plus vaillant des nombreux fils de Nélée, puis tous les autres, et enfin Nélée lui-même. En voyant l'hécatombe d'une seule et même famille débouler dans le monde souterrain, Hadès lui-même est pris de curiosité et monte voir ce qu'il se passe. Il aurait même pris la défense de Nélée, ce qui lui a valu de se faire blesser. Et ouais, Héraclès a blessé Hadès. Le seul fils qui est épargné est le tout jeune Nestor, parce qu'il était absent ce jour-là. C'est ainsi que Nestor, ce bon Nestor qui ne cessera de putain de radoter pendant l'Iliade, devient le roi de Pylos. Là encore, un peu de boostify et un gros dodo, et retour à la case, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Là, Héraclès part à Sparte, où le roi Hippocoon n'est pas censé d'être le roi. On peut dire que c'est un hypercoon. En fait, il a usurpé le trône, qui revenait en réalité à l'un de ses demi-frères, Tindar. Pour ce faire, il a pu compter sur le soutien de ses nombreux fils, une bonne vingtaine d'hommes violents et visiblement intéressés par le pouvoir. Face à ce soulèvement, Tindar et l'autre demi-frère d'Hippocoon sont chassés et exilés, permettant donc à l'usurpateur d'accéder au trône. Mais c'est pas pour demander à Hippocoon de décarrer ses miches du palais qu'Héraclès va à Sparte. En fait, on sait pas pourquoi il y va, et à ce stade de l'histoire, je suis en train de péter mon crâne à force de croiser mes sources pour tout démêler, alors on va dire qu'il y va pour se balader. Et par coïncidence, il y trouve son cousin Éonos, qui lui demande de l'accompagner dans la ville. Je saurais pas encore vous dire pourquoi, alors on va dire que c'est pour se promener. Un jour, au pied du palais du croquignol Hippocoon, Éonos se fait attaquer par un chien. Aucun ordre, aucun cri, aucune menace ne fait reculer le molosse. Éonos réalise assez vite que le danger est réel et que s'il ne peut se défendre, il va falloir attaquer. Il parvient à repousser l'animal en lui jetant des pierres, et se croyant tiré d'affaire, il s'époussette et s'imagine déjà à raconter à Héraclès cette folle histoire. Il n'en aura cependant jamais l'occasion, car les fils d'Hippocoon ont été témoins de la scène et se précipitent sur le jeune homme. À 20 contre 1, ils le harcèlent de coups de bâton jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Ce meurtre s'ébruite et blesse Héraclès. Il ne laissera pas une telle injustice rester impunie. C'est décidé, il monte une expédition et marche contre Sparte. Iphiclès, son demi-frère jumeau, se joint à la fête, de même qu'un grand nombre de guerriers arcadiens. Parmi eux, Héraclès s'est assuré d'avoir à ses côtés Céphée, le roi de la ville de Thégée, où les gens ne parlent que rarement. Énorme blague. Tout le monde arrive à Sparte pour casser des gueules et c'est exactement ce qui se produit. Hippocoon meurt devant ses enfants qui ne tardent pas à l'imiter après s'être vaillamment défendu. Le trône est désormais libéré, Héraclès annule l'exil de Pindare, le roi légitime, et lui rend sa place de souverain. Malheureusement, les combats ont semé la mort dans les deux camps, et Héraclès constate, impuissant, que son frère Iphiclès a quitté le monde des vivants, suivi par le roi Céphée et 17 de ses enfants. Le deuil du héros dure 5 ans, rien que ça, au terme desquels il s'exile d'Arcadie, buvait un shot à chaque fois qu'Héraclès s'exile de quelque part, et il se rend en Étolie, à Calydon. Là, célibataire depuis un moment, il demande la main de Déjanire, dont la beauté attire beaucoup de prétendants dans le palais de son père. Lorsqu'Héraclès se présente parmi eux et formule lui aussi cette demande, tous les prétendants quittent le palais, découragés par la concurrence. Tous, sauf un, Achelous. Achelous est le dieu fleuve de Calydon, qui compte parmi ses amantes Melpomène et Terpsichore, respectivement muses de la tragédie et de la danse. Quand il voit qu'Héraclès refuse de lui céder la main de Déjanire, il s'adresse au roi et avance les arguments suivants. Un dieu pourrait-il sans honte céder à un mortel ? Je suis le roi des eaux qui, dans leur cours sinueux, arrosent votre empire. En moi, vous n'aurez point de gendre venu vers vous d'un rivage étranger. J'habiterai dans vos états, j'en fais moi-même partie. Mes vœux seraient-ils donc rejetés parce que Junon ne me hait pas et qu'elle ne m'impose ni supplice ni travaux ? Et toi, rival orgueilleux, tu te vantes d'être le fils d'Alcmène, mais ou Jupiter n'est pas ton père, ou il l'est par un crime. En lui attribuant ta naissance, tu déshonores celle qui te donna le jour. Choisis ou d'être un imposteur en soutenant la fable de ton origine, ou de publier toi-même la honte de ta mère. Cette attaque met Héraclès dans une colère noire. Les mots d'Achelous flottent encore dans l'air qu'Héraclès se retrousse figurativement les manches. Il n'y a pas de marche arrière pour le dieu fleuve. Il sent qu'il a dépassé les limites. Refusant de reculer face à son rival, il se prépare à le combattre. En moins de temps qu'il n'en faut pour compter jusqu'à 1, les hommes s'affrontent. Ils se jettent de la poussière et du sable pour s'aveugler, se saisissent dans des étreintes étouffantes, s'éloignent pour reprendre leur souffle, puis s'élancent de nouveau l'un contre l'autre. L'avantage semble être à Achelous, qui maintient emprisonné Héraclès contre son torse, mais le héros parvient à se dégager au prix de moultes efforts. Cette délivrance surprend le dieu fleuve, qui voit rien venir, et se fait jeter à terre, les 4 fers en l'air. Il prend alors la forme d'un serpent géant, ce qui laisse échapper un petit rire moqueur des lèvres d'Héraclès. Les serpents, c'est la toute première chose qu'il a tuée alors qu'il dormait encore dans son berceau. Exactement comme il l'avait fait à l'époque, il saisit le cou d'Achelous dans ses paluches, qu'il referme dans un étau cruel. Comprenant qu'une forme reptilienne ne l'amènera pas à la victoire, Achelous se transforme cette fois-ci en taureau et charge Héraclès en soulevant de la poussière derrière lui. Nullement impressionné, là encore parce qu'il a l'habitude des taureaux, Héraclès monte sur le dos du dieu, entoure son cou de ses bras afin de résister aux ruades et lui attrape les cornes. Fermement accroché, il bascule son corps vers la croupe du taureau. Achelous sent son cou tiré en arrière et perd l'équilibre. Son adversaire de nouveau à terre, Héraclès profite de l'avantage et lui arrache l'une de ses cornes. Cette corne est ensuite offerte aux Étoliens et prend le nom de corne d'abondance, car elle déborde perpétuellement de nourriture. Quand on succède après avoir galéré, on tire de la satisfaction. Quand on échoue à répétition, on tire des conclusions. Achelous admet
qu'il ne pourra vaincre son adversaire et lui laisse la belle princesse Déjanire pour épouse. Héraclès apporte ensuite son aide aux Calydoniens contre les Thesprotes. 15 fois ne sont toujours pas coutumes, il marche contre la ville d'Éphire et tue le roi, trompe Déjanire avec la princesse Astyoché et rentre à Calydon. Il y reste avec sa femme pendant 3 ans. Lors d'un banquet, il tue malencontreusement Eunomos d'un coup de poing. Le père du défunt pardonne à Héraclès parce qu'un accident arrive même au meilleur, mais le héros dit que la loi c'est la loi et qu'il doit s'exiler de Calydon. Non, sérieusement, buvez un shot à chaque exil. Il part donc avec sa femme et leur enfant vers une nouvelle ville, Trachis. Pour y arriver, il leur faut traverser le fleuve Événos. Il se trouve qu'au bord de ce fleuve les attend le centaure Nessos, un grand fan du business plan de Charon. Contre une petite pièce, il fait monter les gens sur son dos pour aller d'une rive à l'autre. Ce serait, dit-il, une responsabilité confiée par les dieux eux-mêmes, car Nessos s'illustre par son honnêteté. Héraclès, le dompteur de fleuve, lui indique d'un signe de main que pour lui ça ira, il peut traverser seul. Mais la force brute d'un homme ne l'empêche pas d'être galant, il offre donc la traversée à sa charmante épouse. En arrivant sur l'herbe, les mollets encore dégoulinant d'eau, il entend derrière lui sa femme pousser des cris de terreur. Il se retourne, et voilà Tipa qu'il voit Nessos en train d'essayer de la violer. Nessos, honnête, mon cul, hein. Ni une ni deux, Héraclès se dit qu'une robe mouillée est préférable à une agression sexuelle, ce qui est... oui, effectivement, et il tire une flèche dans le cœur du centaure. En mourant, celui-ci murmure à Déjanire que dans l'éventualité où elle craindrait qu'Héraclès ne lui soit plus fidèle, elle n'a qu'à confectionner un filtre d'amour. Les ingrédients sont simples, le sang qui coule de la plaie de Nessos, où la flèche empoisonnée est encore logée, et le sperme qu'il a laissé échapper pendant sa tentative de viol. Ce filtre, il ne faudra heureusement pas le faire boire, mais l'étaler sur les habits de son mari. Déjanire, qui n'a aucun neurone connecté à ce moment-là, se dit qu'après tout Nessos est honnête, et elle récolte les fluides corporels dans une fiole. Les deux époux et leur fils arrivent donc à Trachis et profitent de l'hospitalité du roi Ceyx. Puis Héraclès fait encore pleuvoir des cadavres dans quelques territoires adjacents. Le roi Égémios l'appelle à l'aide pour vaincre les Lapites. Alors Héraclès tue Coronos, le chef des Lapites, puis il tue Lagoras, le roi des Dryopes parce que c'est un allié des Lapites, puis il tue Cycnos, le fils d'Arès sans aucun rapport avec les Lapites, puis il tue le roi Amintor parce qu'il lui interdisait l'accès à son territoire. Ayant toujours soif de sang, Héraclès se rappelle d'Eurytos. Eurytos, qui, si vous vous le rappelez pas, avait refusé la main de sa fille, et qu'il a injustement accusé de vol, puis qu'il a envoyé chier après le meurtre d'Iphitos, et qui a été la raison pour laquelle Nélée n'avait pas voulu le purifier de ce meurtre. Le héros retourne à Trachis, et réunit encore une armée. Encore. Il s'agit maintenant de rendre à Eurytos la monnaie de sa pièce. Il marche contre Ochalie, et met à mort Eurytos, ainsi que ses fils, puis il prend la fameuse Iole, celle qui aurait dû être sa femme, devient sa prisonnière. Sur le chemin retour, souhaitant faire un sacrifice en l'honneur de Zeus, il envoie Lichas à Trachis pour chercher l'uniforme de sacrifice. Lichas, le messager, demande à Déjanire de lui donner la tunique et puis il en profite pour donner des nouvelles de son mari. C'est là que Déjanire apprend qu'Héraclès est en bonne compagnie et elle craint qu'il commette l'adultère et finisse par préférer sa prisonnière à sa femme légitime. Elle enduit donc la tunique de sacrifice du fameux filtre d'amour de Nessos. Lichas rapporte la tunique à Héraclès sans se douter de quoi que ce soit. Le héros l'enfile et procède au rite. Mais la chaleur et les gestes amples le font suer, et le poison du filtre, humidifié par la transpiration, commence à s'infiltrer dans les pores de sa peau. Il ressent un picotement, puis une démangeaison, et enfin une vive douleur qui ne s'atténue pas. Sa peau donne l'impression de brûler, et en fait elle brûle. Elle fait des cloques, elle se colle à la tunique. Chaque tentative pour ôter le vêtement ne sert qu'à déchirer la peau du héros
et exposer sa chair à vif. Il envoie des hommes au temple de Delphes pour connaître la solution à ce problème un petit peu embêtant. La réponse, la mort. En même temps, c'est efficace. L'oracle ajoute que Zeus se chargera du reste. Deianire, apprenant la nouvelle, comprend qu'elle s'est fait rouler dans la farine et que, au lieu de rendre son mari fou d'amour pour elle, elle l'a condamné à une souffrance qui ne fait que s'aggraver au fil du temps. Elle se pend. Voilà. Héraclès comprend qu'il arrive au bout du rouleau. Il prend son fils aîné par les épaules et lui fait jurer d'épouser Iole, puis monte rejoindre le bûcher. Il ordonne qu'on y mette le feu, mais personne n'ose le faire. Seul Philoctète se résout à saisir un tison ardent et à inonder le bûcher d'un feu salvateur. Héraclès lui remet son arc et ses flèches pour le remercier. Lorsque les flammes timides commencent à lécher son corps, la foudre tombe et embrase le bûcher instantanément. Une nuée épaisse s'élève et lorsque tout est consumé, il ne reste aucune trace du héros parmi les cendres. Pas un os, pas une dent, rien. C'en est fini d'Héraclès, demi-dieu et héros, dont la liste d'exploits est plus longue que mon bras. Mais c'est le début d'Héraclès, homme immortel, qui rejoint l'Olympe et sa chère belle-mère Héra. Zeus parvient à la persuader d'arrêter de chercher des nouvelles manières de pourrir le héros, et celui-ci finit par prendre une nouvelle et dernière épouse, la troisième en liste, Hébé, fille légitime d'Héra et de Zeus. Le roi des dieux parvient même à faire en sorte qu'Héra adopte Héraclès, et la cérémonie est assez insolite pour que vous l'écoutiez de vos propres oreilles. La déesse, tenant Héraclès serré contre sa poitrine, monte dans son propre lit et imite un réel accouchement. Elle le place sous ses vêtements, entre ses jambes, et puis elle le laisse tomber hors de ses jupons. Voilà. À travers la Grèce, Héraclès est reconnu comme une machine de guerre, de vaillance et d'héroïsme. Des sacrifices annuels sont faits en son honneur, d'abord à Oponte, puis à Thèbes, sa terre natale, et à Athènes. C'est à Athènes qu'il est élevé au rang de dieu par les mortels, bientôt suivi par la Grèce entière. Et voilà, on va s'arrêter là. Si vous avez aimé cette suite d'épisodes sur Héraclès, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée à Mythologie grecque décomplexée. Vous pouvez écouter les épisodes précédents et vous aurez du coup accès aux prochains épisodes. Vous l'avez remarqué cette année, le rythme de publication des épisodes a été un petit peu modifié et ralenti, et c'est parce que j'ai eu des petits soucis perso qui m'ont causé des dépenses imprévues. Donc si jamais vous voulez me faire un petit cadeau de Noël, n'hésitez pas à me faire un don sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. J'en profite pour remercier les tipeurs du mois de novembre, Pipin, Charles-Auguste, Philandrina, Angela Nappe, Aventurine, Ilona, Valzul, Verveine, Kuramato et Omelette. Le lien du Tipeee est dans la description. Je remercie également Cled pour la permission d'utiliser la musique d'outro et Milky pour ce superbe artwork et tous ceux qui ont précédé. Si vous aimez la rigolade et les mèmes, la page Instagram de Mythologie grecque décomplexée vous attend. Et si jamais vous êtes des petits bavards, il y a également le Discord qui est un petit peu inactif en ce moment parce que j'ai des problèmes perso, mais qui est toujours dispo si jamais vous souhaitez échanger. Sur ce, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier avec un épisode un petit peu plus court parce qu'il faut que je puisse souffler. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Margot pour vous divertir. Ciao.